Nous sommes vendredi 29 décembre 2023 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Zorgo, Kupela, Tenkodgo et Fadan Gourma, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges, Geoffava, bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine est aussi la dernière de l'année 2023 et par conséquent, un seul sujet a été retenu pour vous. Il sera question du bilan de l'année 2023, un bilan qui vous sera décortiqué au plan politique, sécuritaire, économique, judiciaire et diplomatique, ainsi que les perspectives pour la nouvelle année 2024. Voici donc annoncé le menu de cette 5e audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Bena Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Très rapidement, deux avant-propos. Un à l'extérieur et un au plan national. Je prends d'abord pour l'extérieur. Il s'agit entre le Bénin et le Niger, suite aux sanctions qui avaient été imposées. Donc le port de Cotonou qui avait été fermé au Niger pour le transport des biens, donc des marchandises, et maintenant qui rouvre. Et puis bon, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Niger qui écrit aux opérateurs économiques pour dire de ne pas y aller. Donc ce n'est pas aussi simple pour le port de Cotonou parce que le Niger fait partie quand même d'un des gros morceaux de ceux qui passent par ce port-là. Et donc, avec les sanctions, beaucoup ils se sont plus détournés vers le Togo. Et quand on regarde le flux, parce qu'aujourd'hui il y a des logiciels qui permettent de suivre les bateaux en mer et puis au niveau des ports, quand on regarde le flux en toute sincérité, pour Niamey, pour Cotonou, ça a beaucoup dégraissé. Donc, et voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas aussi simple. C'est un peu comme le Sénégal et le Mali en son temps, où le Sénégal avait payé cher par rapport aux sanctions qui avaient été également imposées au Mali, compte tenu du fait du flux de transport entre le Sénégal et le Mali. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, il y a un manque à gagner naturellement pour le port de Cotonou. Et donc, le Niger également a pu trouver un autre circuit, un autre couloir, et c'est le mot qui se frotte les mains. Parce que dans cette crise, le président Faure a su jouer avec suffisamment de subtilité pour ne pas aussi se mettre dans l'inconfort après. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans un inconfort clair. Parce que vous faites quoi? Donc, vous leur dites maintenant de venir, ils disent qu'ils ne veulent plus, alors que je dis bien, il y a un manque à gagner. Donc, du fait de sanctions, c'est aussi parfois faire appel à la lucidité parce que ce n'est pas aussi simple dans ces situations-là. Donc, bon, alors qu'il y a le duc qui avait été construit entre les deux pays pour le pétrole. Mais bon, ça c'est quand tout allait bien. Bon, je n'ai pas dit que tout ne va pas aller bien parce que quand on écoute Talon aussi, il n'y a pas longtemps, il disait que pour le Niger, ils ont multiplié des démarches discrètes à travers le ministre des Affaires étrangères, laissant croire que effectivement le Bénin discutait en sous-main avec les autorités du Niger. Mais c'est pas, en ce qui concerne le port, c'est pas aussi évident. C'est sûr que les négociations continuent, puisqu'il est même fuité que le Togo s'y est mis pour aider aussi à arrondir les angles entre le Niger et le Bénin. Vivement que chacun puisse tirer son épingle du jeu, parce que ce n'est pas aussi simple. C'est ça aussi les sanctions. Il y a un côté revers à un moment donné. Deuxième avant-propos, très rapidement, l'État du Burkina, hier, l'information a été donnée par Maître André Ouedraogo, avocat de l'État burkinabé dans l'affaire Charbon-Fin, qui oppose l'État à Mgol de Sakan depuis presque bientôt 5 ans maintenant. Donc, ils ont préféré la transaction, qui est aussi un moyen légal de régler cette affaire. Parce qu'il y a deux voies, la voie judiciaire ou la voie de la transaction. Les deux voies, les textes disent également que c'est possible, même dans la procédure judiciaire à un moment donné, d'enclencher
cette voie transactionnelle. Et donc, c'est ce que les deux parties sont arrivées à convenir. Et donc, c'est que peut-être on aura une annonce officielle d'une des parties, parce que pour le moment, c'est l'avocat qui a dit que, voilà, donc, ce qui fait que le procès est suspendu, compte tenu de cette situation. Donc, si la transaction aboutit, c'est sûr qu'ils vont faire ce qu'on appelle, on dit couramment qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de parvenir. Mais il y a beaucoup d'intérêts et beaucoup d'enjeux liés à ce dossier. On attendra le dénouement final pour voir comment est-ce que finalement ça va être géré. Mais bon, les deux parties ont pris une autre voie que la voie judiciaire. Ça, au moins, c'est un constat qui est clair. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Alors, juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci, Président. Ce qui retient mon attention, c'est la réouverture de l'ambassade résidente de la République fédérale de Russie, donc au Burkina Faso. On sait que c'est, comment dire cela, les relations entre les deux pays, c'est réchauffement et quelquefois aussi distance après réchauffement des relations. C'est cela, 67, où les relations commencent de façon plus précise. Et puis jusque dans les années 90 où ça tangue un peu, parce qu'on a d'abord, je pense que c'est la Russie qui décide d'abord de fermer son ambassade ici. Et puis nous en 96, on décide de fermer aussi notre ambassade là-bas. Mais en 2013 quand même on rouvre. Et donc depuis, les relations sont toujours bonnes. Et même quand on pense qu'il n'y a pas tant de réchauffement que ça, il y a un minimum qui est gardé, mais on sait que le cap, il a vraiment changé ces derniers temps, notamment avec la venue du MPSR, que ce soit surtout celui d'eux. Et n'oublions pas que même sous le régime Roch-Kaboré et autres, il y avait, quoi qu'on dise, ces relations-là qui étaient assez fortes, surtout dans la question de l'armement. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est une Russie qui dit observer ce qui se passe ici, être à nos côtés. Maintenant, il faut que cela se sente de façon très forte. Et on a entendu aussi le représentant russe qui parlait aussi de l'acheminement des 25 000 je pense, tonnes de céréales qui devraient venir, parce que ça avait été annoncé au sommet de Saint-Pétersbourg, si ma mémoire elle est bonne. Et de ce qu'on sait, c'est que le Burkina et la Somalie sont les premiers pays destinataires sud-africains. Donc la rassurée qui est en train de se faire, l'acheminement. Bon, c'est bon aussi pour le besoin que nous avons, c'est une réalité. On est dans un besoin qui est réel, même si ce n'est pas grand, ça ne grandit pas la politique de la main tendue, mais bon, il y a des réalités auxquelles il faut faire face, et il y a des concitoyens qui ne vont pas regarder d'où vient ce qu'on apporte. Ils ont juste besoin aujourd'hui de pouvoir s'alimenter. Donc c'est une relation dans laquelle, en tout cas, peut-être beaucoup d'espoir vont être portés, mais toujours, c'est ce que je dis, dans la vigilance de bien regarder dans nos intérêts, parce que pour moi, en matière de relations internationales, en matière de coopération, il n'y a pas de bonhomie. Il n'y a pas quelqu'un qui vous aime plus que l'amour qu'il porte pour son peuple. Donc à vous, à chaque fois, de chercher dans l'intérêt de votre peuple. Et ça, c'est très important. L'actualité nationale en 2023 au plan sécuritaire, politique, économique, au plan judiciaire et aussi au plan diplomatique n'aura pas été de tout repos. Quel bilan retenir pour cette année 2023 qui s'achève et quelles perspectives pour 2024, cette nouvelle année? On en parle justement à cette audience du tribunal de l'actualité. Déjà, première question, juge Bernard Bougma, au plan politique, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué durant l'année 2023? Au plan politique, on pourra dire ce qui aura marqué 2023, c'est silence radio au niveau des partis politiques, parlant des activités. Parce que sur la base du communiqué numéro 3, donc dès les premiers moments de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les activités des organisations de la société civile ont été suspendues, les activités des partis politiques également ont été suspendues. Et donc, la première activité qui n'a pas pu se tenir, je pense que c'était la session du bureau politique national du MPP, où Bala et son équipe devaient également rendre le tablier. Bon, la suite, on la connaît. Cette rencontre n'a pas eu lieu parce que certains avaient dit qu'il y a risque d'échauffourée. Et donc, l'autorité avait demandé de surseoir en attendant.
Et après, bon, il y en a qui ont pu commencer à tenir leur rencontre, comme le CDP qui a pu tenir sa rencontre, l'association du bureau politique national. Après, bon, l'UPC qui écrit également pour annoncer, et bon, l'UPC n'a pas pu tenir. Et c'est après également qu'on voit un courrier qui sanctionne le CDP, parce que le CDP aurait refusé de surseoir à son activité et a pu tenir. Bon, c'est vrai que la lettre qui dit au CDP de ne pas tenir, on ne l'a pas vue. C'est celle qui avertit le CDP qu'on l'a vue. Mais bon, bref. Sur le plan politique, il y a eu des démarches aussi qui avaient été enclenchées pour la relecture des textes fondamentaux qui régissent les élections. Les partis politiques avaient dit que compte tenu du fait qu'ils ne peuvent pas se réunir, c'est bon de lever la séance. Bon, et après, la séance a été reportée s'il est dit, mais bon, le ministre Zungrana n'étant plus également au niveau de l'administration du territoire, ils n'en ont plus parlé. Donc, le reste, c'est silence radio, en dehors des déclarations sur certains événements d'envergure nationale. On a vu les messages de fin d'année. Ce qui, sur le plan politique également, pour terminer, ce sont les interpellations de ceux qui assuraient la permanence au niveau du siège du MPP, dont le professeur Waro, l'un des vice-présidents d'ailleurs du parti. Et après aussi, Ablassé Ouedraogo, qui a aussi été interpellé ou enlevé, c'est selon comment la suite on ne la connaît pas pour le moment. Voilà. Et ensuite il y a aussi Issaka Lengani qui est un chroniqueur mais qui fait partie également d'un parti politique, le CDP, qui a aussi été l'objet d'une réquisition, mais bon, aux dernières nouvelles, l'homme a traversé la frontière burkinabé. C'est les informations que nous avons lues hier, pour aller résider pour le moment dans un pays voisin. Donc ce qu'on retient sur le plan politique, c'est cela. Donc, pas eu de rencontre formelle entre les partis politiques. Les différents regroupements qui avaient été tentés, parce qu'il y avait des regroupements qui avaient été tentés, Front Patriotique et tout. Pour le moment, c'est silence radio. Comment les partis politiques se débrouillent? Ils disent qu'ils se débrouillent pour se réunir. Il y en a qui font des formations en ligne. Pour leurs membres, il y a des partis qui le font, mais des sessions de formation en ligne pour renforcer les capacités de leurs membres, du PC en fait, et puis d'autres partis politiques également. Mais ça, c'est réellement entre eux, mais c'est en ligne, pour continuer la formation politique et idéologique de leurs membres, et sur le plan technique pour renforcer leurs compétences. Mais réunion formelle du bureau exécutif, du bureau politique national, session, ceci, bon, pas du tout. Donc, sur le plan politique, c'est ça. Nouveau parti politique créé, je n'en connais pas aussi, parce que c'est ça aussi qui anime la vie des partis politiques. Voilà, à partir de ce moment-là, surtout à partir de 2023, bon, le regroupement n'étant plus possible, chacun a mis était sous le boisseau. Le reste, c'est sur les réseaux sociaux. Et quand on fait le point de l'histoire, c'est visiblement une première en termes d'année où, au niveau politique, il n'y a presque pas d'activité. Oui, il y a eu des moments où des partis politiques ont été contraints de ne pas manifester, mais pratiquement silence radio total, non, puisque c'est effectivement une première, parce que il n'y a pas un parti qui est au pouvoir, qui est un parti unique et qui impose sa vision à tout le monde. Il n'y a pas une opposition également farouche en tant que telle. Maintenant, à l'intérieur, il y a quelques acteurs politiques qui assument des prises de position ou qui font des sorties, comme Ablassé Ouedraogo, ou certains qui font des sorties par moment sur l'actualité nationale. On a vu quelques rares sorties du professeur Abdoulaye Souma sur un certain nombre de choses. Hier, M. Sango était sur notre plateau. Ça, et parfois le mouvement Sens de Guy Hervé Kam à travers des déclarations ou des sorties médiatiques. Mais ça s'arrête là. Pas d'activité, j'ai dit bien grandeur nature, pas de meeting, pas de... Voilà. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est une première, et personne ne savait que les partis politiques également pouvaient être tenus en respect toute une année, plus d'une année d'ailleurs. Est-ce que c'est une situation qui est propre aux transitions quand on fait un peu recours à 2015? Non, ce n'est pas propre aux transitions. 2015, les partis politiques ont animé la vie politique. La transition de 2014-2015, les partis politiques ont animé la transition de bout en bout. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord. Même le CDP qui a été ostracisé sérieusement en son temps a pu tenir son congrès. C'était d'ailleurs sous la transition que M. Kombolgo a pris la tête du parti, donc le CDP en 2015. Le CDP a pu tenir son congrès. Il y avait le représentant au niveau même du CNT, dans la personne de M. Bouda qui était député CNT du CDP. L'ex-majorité également, l'ADF-RDA avait une de leurs représentantes
dirigeante au niveau comment on appelle ça, du CNT, et le CDP a pu même rester devant la CEDEAO contre la loi Chérif, et j'en oublie. Et donc, les partis politiques ont conséquemment animé. Il y avait des meetings de pré-campagne du MPP, de l'UPC, et j'en oublie. Donc, ça a été très animé sur le plan politique. Ça n'a pas été. Ce n'est pas propre aux transitions. C'est des choix qui ont été faits par les dirigeants à un moment donné. Et puis bon, voilà. Donc, mais il y a des partis qui ont tenté de contester la mesure. L'UPC a resté en justice. C'est vrai que c'est devant le juge administratif, il n'a pas eu gain de cause. Certains disaient qu'il fallait devant le Conseil constitutionnel, je ne sais pas moi. Mais la mesure s'impose aux partis politiques sur la base de ce communiqué. Alors que la Constitution a été rétablie. Et comment on appelle ça, il y a aussi les activités des organisations de la société civile. Mais il y a une couleur d'OSC qui a pu tenir et qui continue de tenir ces activités qui organisent des manifestations parfois géantes et tout. Mais bref, en tout cas, c'est une première, ce qu'on voit, tout à fait. D'accord. Juge Fava, l'actualité au plan politique tout au long de l'année 2023, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? Bon, c'est vrai que Bernard disait silence radio. Moi, peut-être j'ai employé un autre terme qui était propre à notre profession. Est-ce que c'est pas fermeture de fréquence? Parce que là, le silence radio est volontaire. Oui, tout à fait. La fermeture de fréquence, c'est comme un genre d'injonction, voilà. Ça fait sourire, mais c'est la réalité. On a des partis politiques qui, malgré eux, en tout cas, ont décidé de rester tranquilles. Ils se sont effacés. Bon, est-ce qu'ils se sont effacés? Bon, je veux dire qu'ils ne pouvaient pas, ils ont tenté d'avoir des rencontres. Ils ont même rencontré le chef de l'État en début d'année 2023. Évidemment, comme leur statut le demande. Mais ça n'a pas été possible. On a vu l'UPC rester en justice même pour la question, pour savoir clairement qu'est-ce qui est des injonctions qui sont nouvelles, qui sont quelquefois aussi en contradiction avec leur existence, eux-mêmes partis politiques qui ont l'obligation de renouveler leurs instances, de tenir des instances. Donc, ça devient un peu compliqué. Et on a vu même le ministère en charge de la question, à chaque fois très mal à l'aise, pour dire de ne pas tenir un certain nombre d'activités sans pouvoir vraiment motiver les choses de façon concrète. Parce que lorsque on en vient à donner les raisons qui sont celles sécuritaires et de la mobilisation que cela oblige, alors que ce sont des forces qui devraient être déployées ailleurs, on se pose la question de savoir les mêmes activités qui sont menées par d'autres groupements et que cela soit permis, en quoi est-ce que c'est différent? Donc il y avait un peu il y a du 2 poids 2 mesures. Et ça, c'est des éléments que les partis politiques vivent assez mal dans leur chair, et ça se comprend, ils sont dans un vrai inconfort. Mais en même temps, avant d'en arriver à cela, il y a eu d'abord le discours depuis le MPSR 1 de faire d'eux comment dire cela, les responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Et pour bien se regarder dans la glace, il faut savoir que je parle de la classe politique de façon générale, elle a quand même sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, elle aussi est un peu mal à l'aise. Et il y a une opinion qui est tirée forcément aussi à boulet rouge sur le politique avec tout ce qui était entretenu. Donc, c'était difficile aussi pour eux donc, ils ont décidé de faire profil bas. Voilà pourquoi moi j'ai parlé d'extinction de fréquence plutôt que de silence radio. Et voyez, les dernières actualités concernant, par exemple, le MPP. On nous parle de rencontres, d'autres disent c'est une permanence. Ah, mais c'est une permanence qui a conduit à des arrestations. Mais si une permanence peut conduire à des arrestations, et ils sont partis comme ils sont revenus. Et est-ce que derrière vous avez vu du tumulte outre mesure? On sent que les partis sont vraiment dans un vrai inconfort. Et même hier, quand on recevait ici le ministre Sango, sur la question, vous sentez toute la gêne. Il n'y a pas de débat aujourd'hui, ils sont dans un vrai inconfort. Et il n'y a pas que. Donc, c'est ça aussi la réalité pour ce qui concerne ces acteurs politiques-là pour cette année.
Ils sont restés à regarder les choses. Et est-ce qu'ils avaient le choix? Ça aussi, c'est la grande question qu'on pouvait se poser. Et au risque d'être taxé de perturbateur, il faut regarder. Parce que tout le monde convient que la situation aussi ne se prête pas à certains jeux et à certains calculs. Bon, et même si on sait que les partis politiques dont la vocation est la conquête du pouvoir veulent commencer à se mettre en branle, c'est pour aller où et faire quoi? Ça aussi, ça devient une limite objective. Maintenant, dire aussi qu'ils ne peuvent pas se rencontrer, discuter, continuer de garder la machine au moins à minima en éveil, moi je pense aussi qu'il y a un problème. Maintenant, quand on va finir d'ouvrir et qu'on va aller à des compétitions, c'est quoi? C'est gripper les machines et puis réinventer de nouvelles. C'est ce qu'on veut faire. Peut-être c'est aussi comment dire cela, c'est peut-être aussi l'option, mais c'est peut-être aussi la vision, mais c'est peut-être aussi la dynamique. Sinon, pour les partis politiques que nous avions traditionnels, on a comme l'impression que la décision aujourd'hui, ça ne fait que gripper les machines. Et bon, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Donc, sur ce secteur-là, ça n'a pas vraiment bougé. Ça ne pouvait pas bouger. Une autre question que l'on pourrait se poser, rien qu'à écouter souvent les émissions interactives, c'est un politicien qui est avant tout citoyen, a-t-il nécessairement besoin d'attendre la levée de la mesure de suspension des activités pour apporter sa contribution à l'édification de la paix? Non, c'est pas le débat. C'est pas ça le débat. Je suis désolé, mais les partis politiques qui ont fait des cotisations pour l'effort de paix, vous allez les citer à l'appel. La plupart, ils ont fait ces cotisations-là et puis ils ont apporté. Et puis, vous les retrouvez dans les caucus de réflexion, hors casquette politique et même quelquefois avec la casquette politique parce qu'ils sont une composante de la société et lorsqu'ils sont consultés, il y a des discussions, ils viennent, ils ont été reçus par le chef de l'État, c'est en tant que parti politique. Et puis, il y en a qui ont leur profil technique et qui apportent aussi, quelquefois sur des questions de développement et tout, pour ce qui concerne l'avancée et la bonne marche du pays. Donc, moi, c'est pas ça, mais c'est leur existence en tant que parti politique et ce qui les définit de façon foncière dans leurs activités et dans leur façon d'être. C'est ça qui aujourd'hui est mis sous carcan. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Maintenant, chacun apporte en tant que citoyen sa pierre à l'édifice et je ne pense pas que les acteurs politiques se mettent en marge. Ça, je ne crois pas. Juge Bougma, un autre pan, c'est celui sécuritaire, c'est la priorité pour la transition actuelle. On est passé de 65 à 65,65%. Il y a eu des acquisitions, il y a eu du travail qui a été fait sur le terrain. Quel est le bilan que vous faites au plan sécuritaire? Bon, sur le plan sécuritaire, il faut dire qu'il y a eu une réorganisation du dispositif. Bon, il y a eu les Garcis qui avaient été lancés sous le président Kaboré. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on a vu les BIR qui sont passés maintenant à 25. Il y a eu le Goumé créé en 2019, mais vraiment rendu opérationnel avec un texte judiciaire pour encadrer. Donc je pense qu'on a 12 Goumé si ma mémoire est bonne. Et en termes de réorganisation aussi, il y a eu la création de nouveaux espaces pour la base aérienne, Kaya et Fadangourma. Il y a aussi cette force aéroportée dans la zone de Koudougou et de Boromo. La compagnie Buffalo pour traquer les pistes de ravitaillement des terroristes. Effectivement, l'entrée véritablement en guerre des drones qui avaient commencé sous Damiba, mais renforcés sous le capitaine Ibrahim Traoré, parce que sous Damiba déjà, il y avait des opérations de drones qui avaient commencé. Mais ça a pris maintenant une autre ampleur dans le combat. Donc, sur le plan sécuritaire aussi, c'est la capacité, il faut le reconnaître, d'avoir pu mobiliser les Burkinabés autour de l'effort, de la contribution à l'effort de guerre, l'effort de paix, c'est selon. Donc ça, ils ont réussi à avoir suffisamment de ressources, je vais dire financières, matérielles et tout, pour soutenir l'effort de défense et de sécurité. Le recrutement massif des VDP, le nombre s'est accru. Au plan communal, vous en avez, qui sont dotés d'armes. Au plan national, vous en avez qui combattent aux côtés des forces de défense et de sécurité équipées. Et l'amélioration également de leur paie, qui est passée de 20 000 à 60 000. Le chef de l'État a annoncé d'ailleurs une augmentation de 35% lors de son adresse pendant à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc, les VDP qui ont été réellement lancés
dans cette lutte contre le terrorisme. Donc, sur le plan sécuritaire, en tout cas, il y a eu une réorganisation qui a été opérée. Il y a aussi la prise de la loi, comme le vote de loi sur le dispositif, sur le plan légal, pour rendre ça légal. Maintenant qui est devenu, tu soulèves maintenant de la controverse compte tenu de la décision du juge. C'est l'appel à la mobilisation et la mise en garde qui a fait en sorte que les Burkinabés se retrouvent effectivement au front. Sur la base de la réquisition prise par le COTN. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est controversé parce qu'il y a même une décision de justice qui dit, bon, voilà, il faut laisser tomber ces choses-là parce que c'est pas légal. Donc, il y a cette amélioration sur le plan du contenu, j'allais dire, comme on appelle ça, légal, judiciaire, pour pouvoir donner une figure légale à ces réquisitions et tout. Maintenant, qui passe pour un... Quand vous regardez, c'est beaucoup plus... comme si c'était de la sanction. Parce qu'on dit, allez-y, vous dites qu'il n'y a rien qui est fait, il faut aller voir. Donc c'est comme si maintenant c'est de la sanction et ça enlève à la chose toute sa saveur. Donc, ce qu'il y a, ce que je voudrais dire, c'est que sur le plan sécuritaire, en tout cas, il y a eu une réorganisation des forces. Maintenant, il y a eu une montée en puissance aussi des officiers subalternes, je vais parler des capitaines et autres, au niveau des sphères de l'administration, au niveau des sphères de l'armée, au niveau du commandement, des BIR et tout. Donc, en termes de dotation, en armement aussi, là, il ne faut pas également concevoir la face. Il y en a eu beaucoup. Ils en parlent moins, mais il y a eu beaucoup des Antonov, des Liuchin. Ce sont des avions de transport de matériel militaire russes ont fait la navette à Ouagadougou. Et également sur le plan sécuritaire, il y a eu le changement des partenaires ou la réorientation vers certains partenaires pour avoir plus de facilité en termes d'acquisition, en termes d'armement. On a vu aussi le ministre Bassolma, basé à la tribune des Nations Unies, révéler à la face du monde que nous avons de la difficulté pour avoir du matériel compte tenu de certains blocages et des pays ont été nommément cités, notamment la Belgique, le Canada, pour un certain nombre de choses. Et donc, et la France aussi pointée du doigt pour un certain nombre de choses. Donc, sur le plan de la réorganisation, toutes les forces maintenant sont engagées, que ce soit la gendarmerie, l'armée nationale, la police à travers les Goumé, une entité spéciale au niveau des eaux et forêts. Il est même prévu également la formation d'une unité spéciale au niveau de la police nationale, police municipale, qui a aussi reçu une dotation conséquente en armement de guerre et en appui en matériel de mobilité. Donc, sincèrement, sur le plan sécuritaire, il y a eu d'abord un travail de réorganisation, d'équipement et d'amélioration aussi de la paix. Donc, il y a autant d'éléments qui sont entrés en ligne de compte par rapport à cela. Mais ce qu'il y a sur le plan sécurité, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut négocier, pour le moment, on n'est pas à ça. On n'est pas à ça. L'appel, c'est à déposer des armes, mais ce n'est pas pour dire on va se parler, on va négocier. Pour le moment, je pense qu'on est dans tout militaire. C'est ce que je peux, en termes de résumé, ce que je peux donner. Juge Fava, on parle de la priorité de la transition, le volet sécuritaire. Quel est le bilan que vous faites de ce volet-là? Mais ça, c'est même la priorité, pas seulement de la transition du Burkina. Donc toute personne, tout groupe qui viendrait donc à diriger ce pays-là, dans ce contexte-là, la sécurité ne peut être que la priorité. Moi, je l'ai dit très souvent sur ce plateau-là. Il y avait un moment donné où on se posait la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une guerre qu'on veut faire? Parce qu'il y avait des gens en face qui peut-être avaient l'impression d'entrer dans du beurre. Et on sentait cet attentisme chez nous, et tant et si bien que des informations qui revenaient, c'était plutôt attaque quelquefois de nos positions, et que c'était nos hommes qui fuyaient. C'était à un point tel que c'était pas acceptable. Je pense que ce sont des éléments aussi qui ont concouru aussi à déboulonner un régime. Je ne vais pas revenir sur tous ces détails. Donc, à un moment donné, le Burkina, le Burkinabé, il attendait quoi? De sentir au moins une offensive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il faut le reconnaître, avec le président Ibrahim Traoré, c'est concret sur ce chapitre. Il a une guerre à faire, et là-dessus, il ne tergiverse pas. Il s'en donne les moyens. Vous avez vu les moyens colossaux qui ont été mis toute l'année pour équiper nos forces. Ça, il ne s'en cache pas. Et puis, à un moment donné, on a même vu le président montrer
quelques acquisitions que nous avions, parce que bon, il y avait aussi beaucoup de critiques et les Burkinabés faisaient beaucoup d'efforts. Donc à un moment donné, il faut voir, même quand on sait que c'est un secteur sur lequel il faut savoir quand même garder un certain nombre d'éléments secrets. Donc il y a eu cet effort-là qui est fait. Il y a eu une réorganisation, je ne vais pas revenir sur tout ce que Bernard disait, des forces, et même dans leur emploi, jusqu'à la police ou à d'autres, comme les eaux et forêts et autres, vous voyez qu'ils ont été obligés d'adapter les missions aux besoins du moment, qui est celui sécuritaire, avec des gens qui ne sont pas formés à Saint-Cyr ni où vous voulez, mais qui sont en train de faire mal. Donc c'est dire que même des Burkinabés peuvent y apporter beaucoup pour peu qu'on puisse les former aussi en quelque temps. Et il y a eu la claire option des VDP. Maintenant, les VDP, ça n'a pas commencé avec Ibrahim Traoré. Maintenant, le problème, c'est l'usage et comment est-ce qu'on les entretenait. Ça aussi, c'est un élément qui est venu renforcer notre offre domestique en matière de réponse et de réponse face à l'ennemi. Parce que avant, vous faites enrôler, vous vous organisez et puis vous avez l'impression d'être les oubliés de la nation. Maintenant, vous les voyez, vous ne faites même pas la différence entre un militaire, je ne sais pas comment on dit, formé régulièrement, et eux. Tant dans l'accoutrement, dans le paraître, ils sont au même degré d'équipement. Voilà des éléments qui sont concrets. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, il y a une guerre qui est en train d'être faite. Maintenant, on peut refaire le débat de est-ce qu'il ne faut pas joindre à l'option militaire quelque chose d'autre. Mais ça encore, c'est un débat qui peut venir. Mais sur la question militaire, il y a un engagement fort qui est celui du président et il y a aussi des résultats concrets. Maintenant, nous sommes dans l'empirique, nous, parce que nous ne sommes pas sur le terrain, il y a beaucoup d'éléments que nous n'avons pas. Mais on ne peut pas aujourd'hui se dire que sur ce chapitre-là, les lignes n'ont pas bougé. Ça, ce n'est pas possible de le dire. Ça a vraiment bougé. Il y a un engagement fort qui est fait, il y a une volonté en tout cas de réorganiser et d'adapter l'offre au risque du moment, et ça au moins c'est des éléments qu'il faut saluer. Et vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de parler du volet sécurité de 2023 sans parler de la victoire héroïque de nos forces de défense et de sécurité à Djibo. Il n'y a pas eu que Djibo, il y en a plusieurs. Maintenant, bon, je pense aussi que ce qui a beaucoup plus marqué, même, c'est comment ça a été partagé aussi. Parce que c'est des images du front qu'on n'a pas très souvent. Et là, nous tous, on avait un peu été choqués de voir que des Burkinabés soient en train, à pied de marcher comme ça, en train d'aller attaquer un camp. C'est des éléments qui marquent. Et ils ont eu la réponse qu'il fallait par rapport à cela. Et donc, ça reste dans la tête. Et tout à l'heure, Bernard parlait de nos acquisitions et qui font que sur le plan de la veille pour ce qui est de notre territoire, il y a un bon maillage qui est fait. Et ça, au moins, c'est quelque chose qui réjouit. C'est pour ça la phrase du président qui dit « Vous pouvez venir, mais c'est nous qui décidons de si vous allez pouvoir partir sain et sauf ». Ça a tout son sens avec les images qui nous sont partagées. Et pour moi, à un moment donné, il faut, même si vous n'aimez pas le Charles, il faut reconnaître comment il est. Et sur la question sécuritaire, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été faits, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, même sur le renseignement et autres. Vous savez, à un moment donné, on était à se poser la question, mais comment ils ont fait? Ils sont venus, ils ont tapé et ils sont partis tranquillement. C'était toujours la question qu'on posait. Le renseignement ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose? Donc ça veut dire qu'il y a des pas qui sont faits. Et pour moi, ça c'est bon que de le dire. Alors, juge Bernard Bougma, on parlait de l'attaque de Djibo. Difficile de parler du volet sécuritaire sans revenir sur cette attaque. On parle de 3000 personnes qui s'en prenaient à ce camp. Oui, effectivement, avec tout le mystère autour, parce que compte tenu du fait également que les populations étaient déguerpies, vous quittez la zone du Mali pour venir, il n'y a personne. Ce qui fait que le renseignement humain n'a pas fonctionné véritablement comme il se devait, parce que voir toute cette colonne traverser et revenir, c'est très compliqué. C'est le dispositif aérien, et puis bon, certainement quand ils se sont approchés de Djibo que les alertes ont été données. Mais quand vous entendez également certains dire, comme le ministre Bassorma Bazir, bon, pour lui, il y a eu de la trahison, il y a eu des gens qui ont vendu des informations du fait que nos drones étaient en maintenance, et puis bon, voilà. Et que il y a
a 2 qui n'étaient pas maintenant, c'est ce qui a permis de pouvoir limiter les dégâts. Donc, effectivement, ça a été une attaque symbole. Djibo, c'est une ville symbole également. Donc, Djibo, c'est une position très stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de localités déguerpies au-delà de Djibo vers la zone de frontière. Comment il faut travailler à les réinstaller. Donc, l'autre symbole aussi, c'est Kombri qui était tombé et qui souffrait le martyre. C'est vrai que nos hommes y sont allés. Il y a eu une attaque d'envergure aussi. Mais c'était quand même... le fait de pouvoir y mettre les pieds était déjà un exploit en son temps. Maintenant, pour revenir effectivement à Djibo, ça reste un symbole, compte tenu du nombre de terroristes et quand on s'en tient à la thèse officielle qui est arrivée, avec suffisamment de matériel également pour affronter, réussir à terrasser le mur, une partie du mur et rentrer dans le camp. Sincèrement, là, on a vu aussi les vidéos de nos forces qui étaient en train de tirer, ça faisait frémir. Ça, j'ai dit, c'est une attaque symbole. Et puis bon, le fait d'avoir pu effectivement contenir les choses, c'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de communication officielle du gouvernement sur ça, en dehors de ce que nous avons suivi sur la télévision nationale et la visite d'encouragement du chef d'état-major général des armées. Voilà. Donc, mais cela reste une victoire significative pour nos forces. Mais ce n'est pas Djibo seulement, comme l'a dit le juge Vaha. Et pour terminer sur ce plan sécuritaire, il y a eu des victoires, il y a certes eu également des drames. On parle de Karma, on parle de Zango, juge Vaha. Oui, c'est ça qui met un peu... Je suis mal à l'aise, mais pour moi sur ces éléments-là, peut-être que il y a peut-être la communication qui n'a pas bien fonctionné. Je le dis encore, comme on peut le cas de Zango, c'est le silence qui a été trop pesant, parce qu'on s'est dit c'est des Burkinabés quand même qui sont tombés. On parlait de vieillards, de femmes et d'enfants. Donc, et que ce soit seulement le parquet qui a communiqué en son temps, ça a un peu dérangé. Maintenant, c'est vrai, après, on a aussi les sorties du président qui permettent de lire un peu dans ce qui est en train de se passer, et même les rencontres qu'il y a eu après Karma, je me rappelle bien, avec les différentes composantes de la société, pour expliquer un peu ce qui se passe aussi sur le terrain, en termes de perfidie et tout. Donc ça permet de relativiser. Mais en même temps, quand on dit on ouvre des enquêtes, c'est bon qu'on ait aussi des suites. Parce que quand ça se répète comme ça et qu'on n'ait pas de suite, c'est quand même aussi des Burkinabés. Et pour la plupart, quand on parle de vieillards, femmes et enfants, vous vous dites, c'est pas des gens qui sont en situation de combat. Donc, il faut que, c'est des Burkinabés, il faut qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Et on a vu aussi le dernier communiqué, par exemple, qui a concerné Djibo, non? Voilà, où il était question de massacre. Il y avait beaucoup de vidéos qui circulaient très vite. Il y a l'exécutif qui a dit de faire attention parce qu'il y a une dynamique de vouloir nuire et de salir l'avancée de nos forces. Et donc, ce sont des massacres qui sont imputables plutôt au camp d'en face. Donc, pour moi, ça, c'est des éléments de langage aussi qui peuvent être intéressants, mais à chaque fois, il faut qu'on accepte qu'on ait le clair mot après et si on a des indices qui chargent le camp d'en face, que ce soit partagé. Parce que dans cette guerre-là, quoi qu'on dise, tant qu'il n'y a pas tous les Burkinabés qui se sentent en sécurité avec nos forces, ça sera difficile. Parce que ce qui crée la possibilité de recrutement chez les terroristes, c'est la fracture qu'on crée en interne et l'impression donnée à certains Burkinabés de ne pas être protégés par l'État, ne pas être protégé par sa nation. Je pense que c'est ça qu'il ne faudrait pas oublier. Et ce sentiment-là, on ne doit pas le créer chez une quelconque partie de Burkinabé. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, dans la lutte qu'on fait, il faut donner toujours ce gage de probité-là. Et ça se fait avec la bonne communication qui va avec. Et puis aussi, pour les éléments qui ont déjà été faits, donner ce qu'on peut avoir qui pourrait disculper nos forces, et pour moi c'est très important. Alors, juge Boukma, pour terminer sur le volet sécuritaire, il y a eu aussi des drames. On pense à Karma, on pense à Zango, aussi Djibo. Oui, Zango, le chef de l'État, a dit que c'est... Non, Karma. Que c'est pour que ce soit de la perfidie. Et que des enquêtes pourront révéler si c'est de la perfidie ou pas, parce qu'il dit qu'il a même été victime d'une perfidie quand il était au niveau du super camp de la MINUSMA à Bamako au niveau du Mali. Donc ça, on attend. Ensuite, effectivement, il y a eu Zango, il n'y a pas eu de communication officielle en dehors du procureur
du tribunal de grande instance de Kaya qui a communiqué là-dessus. Et ensuite, effectivement, il y a eu la vidéo de Guibo. Donc, sur ces choses, effectivement, ils disent qu'il y a des enquêtes. Mais bon, au niveau du Burkina, c'est aussi ça. Les enquêtes qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, c'est selon. Mais quoi qu'il en soit, bon, comme les enquêtes ont été promises, bon, on attendra de voir l'aboutissement de ces enquêtes-là. Mais effectivement, depuis que nous sommes dans cette situation, la communication aussi n'a pas changé. Donc, c'est soit après le gouvernement essaie de rattraper, compte tenu en ce moment ça devient de la réaction, mais en termes d'anticipation, ça dit qu'il y a eu une attaque, c'est de dire également effectivement il y a eu une attaque, il y a eu tel nombre de décès, mais des enquêtes se poursuivent, ne serait-ce que ça. Mais bon, c'est à travers les réseaux sociaux ou d'autres canaux que effectivement vous apprenez qu'il y a eu une attaque et puis c'est fini. Mais c'est un système qui est là depuis des années, c'est ça aussi la réalité. Qu'on n'a pas travaillé aussi à changer. Maintenant, avec l'élévation du ministère de la Communication, un ministre d'État, le ministre le rang de ministre d'État, au niveau de la culture, bon, on espère que ça va changer parce que, quoi qu'il en soit, on a deux fronts. Il y a le front de la communication et aussi il y a le front de la guerre terrain. D'accord. Juge Ofaba, on parlait du front sécuritaire. Pour faire cette guerre-là, il fallait des moyens. Qu'est-ce que vous retenez au plan économique pour 2023? Bon, parce que l'option aussi c'est faire une guerre, il y a le choix de pouvoir s'armer et puis s'occuper des personnes qui font cette guerre-là. Donc ça va avec des dépenses militaires plus accrues. Et aussi, cela se fait aussi avec forcément la gestion des cas que cela crée sur le plan humanitaire. Et c'est cela qui, en fait, à un moment donné, comment on dit ça, concentre le clair des ressources. Notamment, on a vu avec les aides directes aux déplacés internes avec des dépôts comme cela devrait se faire. Et puis il y a aussi évidemment les questions de nutrition. Il faut leur trouver à manger, il faut s'en occuper avec tous les camps que vous créez. Ça c'est une réalité et à côté de cela il faut continuer de se armer. Et maintenant on a vu qu'au départ c'était difficile puisque on avait demandé aux fonctionnaires de consentir directement sur les salaires. Bon, il y a eu le bon subterfuge qui a été trouvé et c'est à la consommation que la contribution est induite. Et à côté aussi, volontairement, beaucoup de Burkinabés sont venus adhérer. On a vu les chiffres qui ont été partagés pour ce qui est de l'effort de guerre et on a compris que ça montait grandissant. Évidemment avec une grosse part qui émane de la consommation induite avec les taxes nouvelles qui ont été créées. Maintenant, quand vous regardez, on disait que 2022, c'était l'année où on a eu le plus fort taux d'inflation, à plus de 14%. Maintenant, cela est revenu en dessous de 2% cette année. Mais il faut se dire aussi que c'est parce qu'on a eu une bonne pluviométrie avec donc une bonne campagne qui permet d'avoir encore plus de produits, donc une accessibilité plus intéressante. C'est des éléments comme ça qui permettent aussi d'avoir un genre de cercle vertueux. Et ça, pour moi, c'est déjà bon parce que quand vous demandez à vos populations de faire plus d'efforts, c'est un moyen, c'est un pouvoir d'achat qui s'amenuise et dans ce contexte-là, c'est un peu difficile. Il y a le fonds sécuritaire, il y a le fonds économique auquel il faut penser. Et je m'en réjouissais d'ailleurs hier, lorsque, pour c'était de CACEM du ministère de l'économie, ils ont mis comme point central comment relancer les entreprises locales à partir, évidemment, de la dépense publique, à partir parce que la première commande sur notre marché ici, c'est d'abord l'État. Donc, si l'État n'a pas ces projets-là, l'État ne lance pas ses appels d'offres, c'est difficile pour ces entreprises-là de s'en sortir. Et donc, c'est des éléments qui sont mis en réflexion et on espère que bon, ça va continuer. Je disais, pour parler de 2023, il faut voir aussi que même sur le secteur des mines, ça fait beaucoup de difficultés, mais les mines elles-mêmes, elles ont accru leur production. Donc ça permet un peu en termes de gap, de pouvoir résorber un certain nombre d'éléments, étant entendu que c'est notre premier produit d'exportation. Quand on prend le secteur du coton aussi, on a vu que pendant longtemps, c'était la question des intrants qui était un gros problème. Et ça n'a pas été réglé de façon
total, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits avec 10 milliards en promesses qui devraient être injectés, et la promesse aussi du prix d'achat qui devient le plus fort quand même un peu de la sous-région. Ce sont des éléments qui ont boosté et qui sont en train de booster un peu le secteur. On sait ce qu'il pèse aussi dans nos exportations. Maintenant, c'est vrai, de façon générale, le Burkinabé se plaint toujours parce que la vie elle est chère et ça ne va pas. Ça, c'est l'élément le plus partagé. Mais ça ne va pas parce qu'il y a des raisons domestiques, je veux dire, qui nous incombent nous à l'intérieur, parce que notre inflation, on a dit d'abord que ça ne tient pas compte des produits importés, mais beaucoup plus de ce que nous produisons. Donc, c'est nous-mêmes qui aimons bien augmenter les prix des éléments que nous avons ici, que nous produisons. Mais il y a aussi comment dire cela, il y a un contexte mondial aujourd'hui avec la crise russo-ukrainienne. On sait que c'est le grenier un peu du monde, et donc forcément il y a les incidents de cela. Et puis il y a encore toujours l'onde de choc de la période Covid qui continue. Donc c'est des éléments conjugués comme ça qui font que bon, on a un certain nombre de problèmes, mais il y a une économie qui est très résiliente, parce que comparé à 2022, il faut être clair, la preuve, on a un taux de croissance qui est projeté à plus de 4%. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de se remettre petit à petit. Pour vous, Juge Bougma, une économie résiliente pour 2023? Oui, c'est effectivement une économie résiliente. C'est vrai que par exemple, sur la question de l'inflation, à un moment donné, c'était devenu très difficile. Mais vers la fin, ça commençait à se stabiliser et à être maîtrisé. Mais ça ne veut pas dire que celui qui part en boutique ne continue pas de casquer cher. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est un taux qui est en train d'être maîtrisé. La réalité, c'est que sur le plan économique, il y a eu une mobilisation de ressources à l'interne, compte tenu des nouvelles taxes qui ont été effectivement imposées et des nouvelles niches qui ont été activées. Donc, il y a eu une mobilisation conséquente. Vous voyez qu'en début d'année 2023, il y a eu beaucoup d'engouement au niveau des hôtels de finances pour payer les taxes. Les taxes sur le véhicule à moteur, les taxes de résidence. Il y a eu en tout cas un engouement monstre. Vous arrivez, c'est un rang, comme on appelle ça, très long pour pouvoir payer, parce que les uns et les autres se sont sentis effectivement interpellés. Donc, cette capacité de mobilisation de ressources internes a quand même été un signal fort qui a été envoyé. Puisque si nous voulons compter sur notre force, si nous voulons nous dire à certains partenaires que nous voulons avoir la liberté de ton, naturellement, il y a un prix à payer pour la mobilisation des ressources. Et ça, c'est un élément fondamental également qui a marqué 2023. Et on termine par là, Juge Geoffroy Baha, au plan diplomatique, au plan sous-régional, ou même à l'international, qu'est-ce qui vous aura marqué en 2023? C'est que le Burkina s'est trouvé des alternatives dans un espace communautaire qui devenait très difficile pour lui, avec, vous connaissez la CEDEAO et ses rencontres périodiques qui regardent dans chacune des transitions comment est-ce que ça évolue, et donc forcément c'est en restriction maintenue, accrue ou allégée. Maintenant, il faut aussi des espaces qui se trouvent des alternatives. Il y a eu les bons rapprochements avec le Mali et le Niger aussi, qui a connu son contexte nouveau. Et il y a l'AES qui suscite beaucoup d'espoir, parce que bon, c'est déjà une mise en commun pour des pays qui ont un dénominateur commun qui est celui de souffrir de ce terrorisme-là et de trouver ensemble des alternatives. Maintenant, comme le disaient même les chefs d'État, notamment celui nigérien, qu'on dépasse l'aspect simple sécuritaire dans l'approche pour être aussi dans une AES de développement, pour que ça puisse à un moment donné aussi, quoi qu'on dise, être porteur pour ces populations-là. Parce que n'oublions pas que pour dénoyauter tout ça, il y a aussi une question économique forte, où il y a des parties du Burkina, des parties du Mali, des parties du Niger qui se sont sentis pendant longtemps délaissés par l'autorité centrale. Et en même temps, vos perspectives pour 2024? Bon, 2024, c'est... Même quand vous regardez les documents de la BAD, c'est sous condition de l'amélioration de la situation sécuritaire. C'est l'élément clé. Donc ce qui reste à espérer, pour moi, c'est d'abord que sur le plan sécuritaire, là, on puisse concrètement avancer. C'est vrai qu'en quelques mois, on a fait il y a eu le débat des chiffres du Premier ministre, 65 à 65,65%. Espérons que pour 2024, on aura des chiffres qui soient plus intéressants que ça, et que peut-être qu'on dépassera l'étape de
la guerre, rien que la guerre, pour avoir des gens en face qui soient contraints à une discussion. Et pour moi, avec des gens qui sont disposés, hein, parce que le président l'a toujours dit, il est encore temps pour déposer les armes, parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus possible. Alors, juge Bougma, votre appréciation du volet diplomatique sous-régional ainsi que vos perspectives pour 2024? En tout cas, sur le plan diplomatique, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a revendiqué la liberté, le droit de discuter librement et sereinement avec qui on veut, échanger avec qui on veut. On a réactivé des partenaires. Donc parfois on se pose des questions sur ce que ces partenaires peuvent nous apporter. Mais bon, en termes de fréquentation, parfois souvent ça compte, je ne sais pas. On se tourne, on a réactivé Nicaragua, Venezuela, renforcé avec le Brésil. L'Iran a maintenant même son ambassadeur ici. Avec la Russie, hier on a assisté, c'était d'ailleurs l'avant-propos de juge Vaal, l'ouverture de l'ambassade. Notre ambassadeur également a été nommé en Russie. Bon bref, parce que depuis Ouagadougou répondait pour ce qui concerne la Russie à partir d'Abidjan. L'ambassadeur russe qui gère Ouagadougou était installé effectivement à Abidjan. Donc là effectivement les lignes ont véritablement bougé et ça a été revendiqué et beaucoup plus assumé. Donc sur le plan également de la diplomatie, il y a certains aspects de la coopération civile qui ont été dénoncés, tout comme celle militaire, notamment les questions de la double imposition sur le volet économique et tout, voilà. Donc maintenant ce qu'on retiendra aussi c'est le scalp le ministre d'Am Wamba qui a été remplacé par son ministre délégué au niveau des affaires étrangères. Ça, c'est en tout cas un fait notable qui a marqué la diplomatie parce que son image, en tout cas, collait bien à notre diplomatie. Voilà. Donc, c'était une dame dont on dit qu'elle a de la poigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour le moment, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, il y a eu une réorientation sur les questions diplomatiques. Et ça, ce sont des éléments qui sont nettement visibles. Et bon, on a aussi lancé sur le plan de la coopération avec les deux États, l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Bon, c'est un nouvel outil également. Ils disent que c'est, comme on appelle ça, développement, sécurité, défense, un instrument de défense et de développement. Ils sont en train d'élaborer les textes pour qu'on puisse avoir un contenu pour pouvoir avancer sereinement. Point final pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui est aussi la dernière émission pour l'année 2023. Merci juge Bernard Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Geoffava pour les clés de lecture. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. L'équipe du tribunal de l'actualité vous donne un rendez-vous par la grâce de Dieu en 2024. Merci et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous en 2024.